Bonjour et bienvenue sur la chaîne Inaxos, la chaîne qui traite de développement et qui complète le blog NoteBlog que vous connaissez certainement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui me tient à cœur, qui est celui des applications dans la vraie vie. Donc on pourrait l'appeler MAUI dans la vraie vie, puisque on va étudier ça à travers une application MAUI. Dans les démos qu'on voit souvent, et que je peux produire moi-même, tout semble se passer merveilleusement bien, même si on a galéré 3 jours avant que ça marche. Dans la vraie vie, les choses ne sont pas toujours aussi simples, pas toujours aussi évidentes. Donc je vais partir de quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, et on va voir comment on l'a simplifié, comment on l'a amélioré, et au passage, on verra un certain nombre de points très intéressants qu'on ne voit pas généralement dans les démos, parce que c'est pas forcément très académique, mais qui permettent de faire du travail propre avec MAUI et de faire en sorte que ça fonctionne. En un mot, donc, cette chaîne est une chaîne de présentation de vidéos sur l'informatique et le développement en général, et je suis Olivier Dahan, MVP Microsoft depuis 2009, et aussi celui qui est en charge de s'occuper de cette société qui s'appelle Inaxos et qui offre ses services de développement, d'architecture à ceux qui en ont besoin. Je viens de terminer l'enregistrement de cette vidéo et je m'aperçois qu'elle est très longue. Alors bien sûr, cette longueur est nécessaire. J'ai bien dit MAUI dans la vraie vie. Et c'est pas une démo toute lisse qui fait croire que tout marche du premier coup. Ça, bien sûr, ça dure pas longtemps. Ici, il y a besoin de cette longueur. Elle est nécessaire. Donc comme j'ai fini d'enregistrer et que je m'aperçois que c'est trop long, je vais la couper en 2 ou 3 vidéos, tout simplement pour pas que ça vous fasse plus que 20 ou 30 minutes à regarder par bloc. Et vous le regarderez quand vous aurez le temps, en plusieurs parties. Donc en ce moment, vous voyez la partie 1, mais sachez qu'il existe une partie 2 et peut-être même une partie 3. Bon visionnage. Alors, pour que vous y compreniez quelque chose, je vais vous parler de la première version de cette application. Elle s'appelait Big Bazar. Elle a été publiée sur mon GitHub, elle est accessible. C'est une application Android qui sert à gérer l'inventaire de boîtes de rangement, parce qu'on a tous des tas de boîtes de rangement, et que j'aimerais pouvoir y retrouver quelque chose sans passer des heures à regarder dans chaque boîte. C'est donc un projet personnel qui a été fabriqué et conçu au fil du temps, de façon décousue, en dehors de mes heures de travail. Et donc en plus, comme tout cordonnier mal chaussé, j'ai pas forcément creusé chaque détail, j'ai pas fait un POC pour chaque chose, comme je l'aurais fait pour un projet client, tout naturellement. Et forcément, quand on travaille pas dans les règles de l'art, eh bien on en paye à un moment donné les pots cassés. Big Bazar a quelques problèmes, et notamment quelques bugs ou features de MAUI que j'aurais dû vérifier avant de commencer à travailler, mais qui pour moi étaient réglés depuis longtemps, et puis qui ne l'étaient pas. Notamment le shell dans MAUI qui se marie assez mal, je trouve, avec la gestion d'injection de dépendance, parce que l'injection de dépendance vous permet de spécifier le cycle de vie d'un objet, par exemple un service ou une VM par exemple, et vous allez pouvoir les marquer comme transientes ou comme singleton. En général, le plus simple, ce sont ces deux choix. En transiente, ça signifie qu'à chaque fois qu'on appelle une instance, on va en avoir une nouvelle. Or, j'ai bâti tout le programme Big Bazar dans cette idée que j'avais mis tous mes viewModels en mode transiente, et donc à chaque fois qu'ils allaient appeler, et bien forcément, ils seraient neufs avec une nouvelle instance. Or, le shell a un problème, le shell a un cache interne qui n'est pas déconnectable, et qui fait que vous pouvez mettre vos viewModels en transiente, ils ne sont pas transientes pour autant. Et ça pose un gros problème quand on a basé toute sa logique là-dessus, et quand on ne perçoit qu'à la fin que l'application elle est faite, et qu'il y a des bugs qui traînent de ci de là sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, et qu'en fait, on finit par découvrir que c'est une des raisons. Il y a eu aussi un bug que j'ai dû contourner, qui était celui du Visual State Manager, notamment dans le binding de ces états. Tant qu'on met des états fixes ou tant qu'on s'en sert dans un style, etc., ça a l'air de marcher très bien, mais quand on bind les états, on se retrouve avec des choses qui ne marchent pas exactement pareil, même en mettant des triggers, etc. Enfin bref. Et puis il y a un troisième bug qui est apparu sur le flex layout que je voulais utiliser, et qui en fait, quand il est bindé, donc quand on s'en sert avec un binding de layout, eh bien ne réagissait pas comme il aurait dû réagir. Ce qui m'a obligé, là aussi, à faire des contournements. Et en fait, ces 3 bugs, ou features pour ce qui est du cache du shell, ont impliqué trop de contournements. Et l'utilisation de plein de choses pour contourner ces bugs, notamment beaucoup de messagerie, etc. Et en fait, ça a donné du mauvais code. Il faut, à un moment donné, se l'avouer, et se dire que bon, c'est pas bon, il va falloir refaire ça, et le refaire proprement. Alors le mieux pour se rendre compte de ce que faisait Big Bazar, c'est tout simplement de la faire tourner, donc dans une brève démo, qui va vous faire voir qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Big Bazar, c'est une application qui avait ce look-là,
avec des boutons qu'on pouvait activer, désactiver, en plus du flyout, qui est le menu, puisqu'elle était gérée par le shell. Donc on avait aussi ces boutons-là, ce qui faisait un peu double emploi, mais qui permettait d'accéder à des fonctions supplémentaires, et de bien sûr voir la liste des boîtes. Donc vous voyez la liste des boîtes, avec leur numéro, leur contenu, et le détail bien sûr, avec le numéro de la boîte, sa description, l'endroit où elle est stockée, et quelque chose d'important qui est intéressant à noter, on va revenir dessus, c'est cette partie-là qui sont les catégories. Donc une boîte pouvait recevoir plusieurs catégories. Donc là ici c'est un flyout qui permet de gérer ça, et puis la petite pastille c'est un user control qui a été fabriqué pour l'occasion. Quand on ajoute, eh bien ça vient se ranger automatiquement. Premier bug, le flyout qui était censé pouvoir être bindé à une liste, qui était donc la liste des catégories appartenant à cette boîte, eh bien, en fait, ça se mettait pas à jour, ça refusait, ça coup ça marchait, ça coup ça marchait pas. Donc il a fallu déporter ça vers le code du code behind de la page, ce qui impose bien évidemment, puisque le viewModel ne peut pas connaître la vue, de communiquer avec la vue par des messages, etc., etc. Et quand on voulait en ajouter un, on affiche une liste. Dans cette liste, c'était sympa, on avait grisé les éléments qui étaient déjà sélectionnés dans la liste, ce qui permettait d'éviter de choisir 2 ou 3 fois le même. Et puis, quand la fiche revenait, c'est pareil, il fallait qu'elle remodifie tout ça et qu'on prévienne la page de code behind pour refabriquer lui. Donc c'était vraiment assez pénible, lourd à programmer, risque d'erreur. Donc voici la liste, les éléments qui sont grisés, et puis on va pouvoir sélectionner ceux qu'on veut éventuellement ajouter. Alors, un autre débat là-dessus, on reviendra plus tard sur la liste des catégories, c'est que, comme vous avez pu le voir, sur une liste de catégories de ce genre-là, on a plein de choses, et puis on va se retrouver avec des choses en double, en triple, parce que c'est pas simple de créer des catégories à la volée. Hein, lumière, est-ce que c'est des lumières, des LED, est-ce que c'est autre chose? Et puis à un moment donné vous dites ah non mais c'est très différent, c'est des multiprises, mais j'ai des multiprises carrées ou j'ai des multiprises directes. Enfin, bon bref, on finit les perceuses, ça peut être aussi une Dremel comme ça peut être une vraie perceuse pour percer le béton. Est-ce que vous allez créer une sous-catégorie, une autre catégorie? À la fin, vous voyez, il y avait très peu de boîtes qui avaient été saisies dans cette version-là, et ça commençait à devenir pléthorique, très difficile de choisir. Donc on verra qu'il a fallu faire quelque chose pour simplifier cette gestion, et ça c'est quelque chose d'un élément important. Mais ça fonctionne, c'est très joli. Enfin très joli. Il n'y a pas beaucoup de design dans cette application, c'est assez direct. Ici, on a donc notre affichage, le choix de l'endroit où la chose a été stockée, parce que ça c'est très important pour pouvoir retrouver sa boîte. On revient à la liste. Une fois qu'on a choisi, alors on peut bien évidemment se balader dans le soft avec son Flex Layout. On avait une galerie de photos très utile peut-être si les objets étaient très différents, mais en fait chaque boîte, vous voyez, elle se ressemble énormément, donc ça alourdissait énormément la gestion et le programme pour pas grand-chose. Et puis, on pouvait bien évidemment, depuis les menus, aller accéder à certaines opérations de maintenance, comme la création de ces fameuses catégories. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, et que ça commentait les câbles audio, les câbles MIDI, les câbles réseau. Est-ce que ça doit être LAC en câble ou en autre chose? On ne sait pas. Le log, bon, ça c'est quelque chose de bien évidemment simple. Et puis, la partie info de version et la bootbox. Donc, voilà à quoi ça ressemble, Big Bazar. Donc, assez simple dans son ensemble, quand même pas mal d'écran, pas mal de code, avec des bugs résiduels qui, pour les résoudre, ont demandé des arrangements qui n'allaient pas et qui finissaient par rajouter plus de code, plus de bêtises, notamment beaucoup de messages, de messagerie pour essayer de compenser, etc. Et forcément, à un moment donné, on fait des bêtises. Alors quand je dis faire des bêtises, ça ne veut pas dire que j'ai fait du mauvais code. Je me mets dans la place où ce type d'application de cette taille peut être faite dans une entreprise, dans une équipe de développeurs, de quelques développeurs, et en fait, comme j'ai fait ça de façon entrecoupée, des fois en laissant quelques jours passer avant de m'y remettre, et qu'il y avait beaucoup de bugs gênants qu'il fallait contourner, on ne fait pas forcément les réparations correctement ou au mieux qu'on pourrait si on avait un travail suivi, et je me mets dans la peau de quelqu'un qui est dans une équipe et qui doit développer une application LOB de cette taille-là, un utilitaire pour son entreprise, et puis il commence, et puis au bout d'une heure, il y a quelqu'un qui vient le déranger pour lui demander un renseignement, et puis ça dure un peu plus longtemps que prévu, et puis le lendemain, il y a son chef de service qui dit « Ah, on a une urgence, il y a tel truc qui marche pas, il faut que tu passes 2 jours dessus », et au bout de 2 jours, il revient sur les trucs qu'il a fait, etc. Donc ça correspond à une condition réelle de faire une application de ce type-là. C'est pas l'application du siècle, c'est pas celle où vous êtes à 100% dessus, c'est pas celle où il y a un budget énorme. Non, mais il faut qu'elle tourne, et il faut y mettre l'attention nécessaire, comme n'importe quelle autre application. Or,
la vie fait qu'il n'est pas possible d'avoir toute l'attention et tout le budget qu'on voudrait pour faire ce genre de choses. On est entrecoupé, on a des bugs, on va faire des bêtises qu'on va recorriger, et puis même en corrigeant les bêtises qu'il y a dans Maui, on finit par avoir un code qui est lourd, trop lourd. Donc pourquoi abandonner Big Bazaar? Tout simplement à cause de ces bugs ou features pour ce qui est du shell de Maui que j'ai déjà évoqué, et tous les contournements qui ont mené à écrire du mauvais code. Et puis on l'a vu, l'UX est devenu un peu complexe, il y a un peu trop de boutons, de menus, on ne sait pas lesquels utiliser, puis des pages par-ci par-là, et le tout crée une expérience utilisateur qui n'était pas vraiment fluide et un peu encombrée. Et comme j'étais le premier utilisateur de cette application, je me suis rendu compte au bout d'un certain nombre de boîtes que ça commençait à m'enquiquiner, que c'était pas exactement ce que je voulais. Et donc il fallait abandonner Big Bazaar pour ça et passer à quelque chose d'autre. Mais quoi? Il a fallu y réfléchir un peu, et là se donner des buts, des contraintes, et se dire qu'on allait éviter bien sûr tout ce qui avait causé des bugs dans Big Bazaar. Alors il fallait aller vers quelque chose de nouveau. Ce nouveau, ça a été Small Bazaar. Alors vous comprenez maintenant le nom de Small Bazaar. La première version, c'est Big Bazaar. Pourquoi? Parce que c'était un gros bazar qu'il fallait que je range. Et puis Small Bazaar, parce que non pas que ce soit une version diminuée ou raccourcie de Big Bazaar, mais c'est une version plus légère. J'aurais pu l'appeler Light Bazaar, mais il y avait le Big, il y a le Small Bazaar. Et l'objectif principal, c'était éviter tous les contournements des bugs du shell, du VSM et du flex layout qui m'avaient mis un peu dedans, et offrir une UX aussi plus directe et une version Windows WinUI, parce que c'était plus simple pour pouvoir corriger les fiches, etc., de le faire avec une souris, un clavier et un grand écran que de le faire sur l'écran d'une tablette ou d'un smartphone. Et puis je me suis dit, puisque j'y suis, ça sera un bon endroit pour pouvoir jouer avec de nouvelles fonctionnalités, et ce qui serait intéressant, c'est de voir comment on peut intégrer de l'IA pour ajouter des fonctionnalités nouvelles, mais pas de l'IA gadget, quelque chose qui apporte quelque chose de vraiment nouveau. Alors le résultat de ces réflexions a donné naissance donc à Small Bazaar. Alors comme on va en voir du code, beaucoup tout à l'heure, l'intérêt c'est quand même de savoir de quoi on parle. Vous avez vu Big Bazaar, à quoi ressemble Small Bazaar? Eh bien c'est simple, Small Bazaar ressemble à ça. D'abord on arrive, comme vous pouvez vous en apercevoir, on arrive directement sur la liste des box. Et oui, c'est tout bête, ça c'est de l'UX. Dans l'autre, on avait un menu, il fallait cliquer sur machin, un bouton ou le flyout. Pourquoi tout ça? Alors qu'en fait, quand on va dans l'application, ce qu'on veut, c'est la liste des boîtes. Donc ici, on a la liste des boîtes directement, et on voit qu'on n'a plus de shell, qu'on n'a plus rien, mais par contre, on a un tabit page avec une box list, un détail, une page de recherche et une page d'outils. Il y a d'autres pages qui sont modales, qui viendront et qu'on verra dans la réalité, mais voilà en fait à quoi ça ressemble. Et puis on a des choses même en plus, puisque on a un tri possible entre soit par numéro de boîte, soit par le texte qui est ici. Là, s'agissant de listes qui ont été dictées en plus par le système vocal d'Android pour pour dire ce qu'il y avait dans les boîtes, bon, il n'y a pas de phrase, il n'y a rien du tout, ça n'a pas forcément un grand intérêt de trier dans l'ordre alphabétique, mais ça pourrait, pour d'autres utilisateurs, avoir un sens. On a le bouton plus qui permet de créer une nouvelle boîte, donc en fait c'est simple, et puis ici on a l'indication d'un filtre. On y reviendra, parce que c'est pour lui que le Visual State Manager ne marchait pas comme je le voulais, qui est grisé quand il n'y a pas de filtre, et quand on a fait une recherche et que les boîtes sont filtrées, il devient vert comme le bouton plus, et le chiffre qui est indiqué à côté, pour l'instant indique le nombre total de boîtes affichées, puisqu'on n'a pas de filtre. Quand c'est filtré, on a uniquement le nombre de boîtes qui sont dans le filtre. Tout ça sont des fonctionnalités vraiment intéressantes, qui n'existaient pas en plus dans la version originale, qui était plus lourde. Donc, on a notre liste. On voit que là, on a un peu plus de choses dedans, parce que celle-ci est plus fonctionnelle et qu'elle a pu servir à ranger un peu plus. On switch sur le détail, il n'y a pas de boîte sélectionnée, et là, on va aller voir le détail de la boîte. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on est ici, on est obligé de sélectionner une boîte. Mais une fois qu'elle est sélectionnée, on passe directement au détail, et ça c'est le fonctionnement de la tabit page, par un swipe vers la gauche, qui permet d'accéder à cette page, comme si elles étaient toutes les unes à la queue leu en fait, et ça sera pareil pour la page de recherche ou la page de tools. On peut soit cliquer directement sur l'entête, soit faire du swipe. Dans la version Windows, ce qu'on verra plus tard, c'est que c'était pas très agréable, puis on peut pas faire un swipe sur son écran, donc en fait j'ai géré un double clic sur la liste pour qu'on ait accès aux détails, ce qui est beaucoup plus agréable. Donc là on voit qu'on a sélectionné la boîte 6, on swipe, on arrive dessus, elle a donc les mêmes informations, son numéro de boîte, son contenu, qui est écrit d'ailleurs un peu en plus gros, parce que c'est plus pratique, c'est l'information importante, son stockage area, c'est-à-dire l'endroit où la boîte est stockée, et puis on peut la supprimer, faire un save quand elle est sauvée, etc. etc. Donc quelque chose de très classique, les fonctions de base qu'on retrouvait dans Big Bazaar. Et puis maintenant on voit la page de recherche. Donc dans la page de recherche, on peut chercher par description, par zone de stockage. On pouvait chercher avant par catégorie, mais vous avez vu,
je vous ai déjà parlé, les catégories, j'ai viré toute la partie qui permettait de saisir les catégories, avec la Flybox, avec machin, etc. Tout ça, c'est parti. Parce qu'on va le gérer autrement, et ça, on y viendra, c'est un petit peu le clou du spectacle. Mais gardez à l'esprit pour l'instant qu'on ne peut plus rechercher directement ici sur les catégories, on ne peut même plus les saisir quand on est dans le détail de la boîte, on va directement en mode recherche sur la description ou sur la zone de stockage. Ici, par défaut, on est dans le mode description, donc on va pouvoir saisir quelque chose, donc là je vais saisir adaptateur, puis je vais me tromper, je vais mettre un point, un espace, un point, puis je vais rechercher, et là on s'aperçoit qu'il y a 0, il n'y a rien dedans. Et le filtre, il n'y avait rien dedans. J'ai corrigé en enlevant le point, adaptateur tout court, quand j'ai cliqué sur la loupe pour ma recherche, là il me dit, vous avez 6 items sélectionnés, donc 6 boîtes de sélectionnées, et le filtre est maintenant actif, on voit le symbole du filtre actif qui est ici. Et on va donc rentrer sur la box list, et on va voir qu'il n'y a que 6 boîtes d'affichés, qui sont les 6 qui ont été sélectionnées. Donc, voici ces 6 boîtes, on clique, on va dessus, et qu'est-ce qu'on voit aussi d'intéressant qui apparaît, c'est que, alors ils sont moches, il faut que je les change, mais quand on est en mode filtré, le détail contient ces 2 boutons qui permettent d'aller d'avant en arrière. Pourquoi? Parce que quand on a fait une recherche, obligé, pour voir si c'est la bonne boîte, si c'est le truc qu'on cherche, de revenir à la box list pour sélectionner l'élément suivant, revenir à la page détail, voilà, ça c'était une très mauvaise UX. Amélioration de l'UX, on a ces boutons, et quand on est en mode filtrage, eh bien on peut se déplacer sur les 4, 5, les 6, les boîtes qu'on a sélectionnées avec la recherche qu'on a fait. Ce qui va plus vite puisqu'on voit directement le contenu, et on peut directement savoir à laquelle boîte on souhaite accéder. Donc voilà, là on va en avant, en arrière, on revient sur nos boîtes, et on voit qu'on est sur la boîte 30. Et tout ça est bien synchro ensemble. On a annulé notre recherche. On voit ici que le filtre a été annulé. En cliquant dessus, il est devenu gris, et on est revenu à 69 boîtes. Si je reviens juste un peu en arrière à l'endroit où c'était filtré, vous voyez, filtré 6, on sait qu'on a 6 boîtes. Donc même si la liste dépasse l'écran, on n'a pas besoin de compter, on sait qu'on a 6 boîtes qui ont été sélectionnées. On va cliquer sur ce symbole, et automatiquement il se grise, et on a le nombre total de boîtes dans le filtre, c'est-à-dire pas de filtre. Ici, on a vu un effet de swipe, toujours pareil. Et puis maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on veut ajouter une boîte. Alors, quand on veut ajouter une boîte, on va pouvoir choisir, comme dans la version Big Bazaar, on va pouvoir choisir le numéro de la boîte qu'on va créer. Par défaut, il vous propose le dernier numéro plus 1, c'est ce qu'on voit ici, last number c'est 95, use it plus 1, c'est par défaut ce qu'il va vous proposer, donc la 96, mais il recherche aussi en même temps le premier trou qui existe dans la numérotation. Des fois, on a une boîte qu'on a supprimée, on l'a achetée, on l'a enlevée, on l'a remplacée, et donc ici, il me dit, il y a un trou, par exemple, la boîte 19 n'existe pas, c'est le premier trou dans la numérotation. Si vous voulez, vous cliquez ici pour Use It, et vous utiliserez, et vous créerez la boîte 19, qui n'existe pas, bien sûr. On peut canceller, réinitialiser, valider son choix, ici, il va être cancellé, et puis, on va passer à la suite. Donc là, on a cancellé, on revient à la liste, on regarde une boîte, on revient ici, et ici, on va passer à la page des outils. La page des outils, c'est une page importante parce qu'il fallait bien une page qui vous dit exactement tout ce que vous voulez, pour ce qui est des maintenances et des choses de ce genre-là. Donc si je reviens sur cette page, on voit la partie database avec le save, le restore et le share. Très important parce que ça va nous permettre de faire un échange avec la version Windows, grâce notamment à du cloud. Moi j'utilise Dropbox, d'autres peuvent utiliser iDrive ou autre chose. Le share permet d'envoyer, même par mail, la base SQLite qui est derrière. Et donc de la recharger par un restore, et donc de pouvoir avoir 2 versions parfaitement synchronisées sur son téléphone, sur son PC, sur son Mac, sur autre chose si on voulait. Ici j'ai fait une version Android et une version WinUI pour Windows. La partie des logs, on pourrait voir les logs, les partager, pareil, donc en cas de maintenance, envoyer le log, les effacer. La maintenance avec les zones de stockage, on ne voit plus la création des catégories, comme je l'ai dit, elle n'existe plus, mais on peut quand même créer les zones de stockage puisqu'elles existent. Quelques trucs de maintenance, puisque c'est une application personnelle, je peux me permettre de les laisser là, et puis une partie pour l'AI, qu'on verra, et puis le about qui est venu se mettre ici, donc qui va permettre de voir le log, exactement comme on avait dans Big Bazaar, et puis on va pouvoir aussi, bien sûr, donc faire un share du fichier, si on veut sauvegarder sa base de données, la récupérer, on va pouvoir éditer les zones de stockage, ça c'est un appel modal, et on va pouvoir, par exemple, le check de la key dans la version AI, et le check de la key, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie qu'on est connecté à Internet, il fait un appel à l'API OpenAI, mais un appel non payant, c'est une feinte, pour tester si on a bien la bonne clé qui a été enregistrée. On peut rentrer et effacer sa clé, parce que bien sûr, c'est à chaque utilisateur de rentrer sa clé
OpenAI, je ne vais pas payer pour éventuellement tous les gens qui vont s'en servir. Et pour l'instant, de toute façon, il n'y a que moi qui m'en sers. Mais comme elle sera publiée, un de ces quatre, sur GitHub, eh bien, vous savez que vous allez avoir à rentrer votre clé OpenAI ici si vous voulez utiliser la fonction d'AI. Et on ne peut pas la récupérer, hein, elle est rentrée en utilisant le système de préférence, c'est-à-dire le stockage natif de chaque plateforme qui est crypté. Donc on rentre sa clé, une fois qu'elle est rentrée, c'est fini. Si on s'est trompé, le seul truc qu'on peut faire, c'est un clear key pour l'effacer et de nouveau un enter key pour la rentrer. Et puis entre-temps, on peut faire un check key pour vérifier que la clé est bonne et qu'on a accès à Internet. Donc ça, c'est des petites choses importantes parce que l'AI, c'est le coup du spectacle. On verra pourquoi il y a de l'AI, à quoi ça peut servir, même dans une application aussi petite que ça, et qu'est-ce que ça a apporté au niveau de l'UX. Ici, on a des liens externes. On pourrait aller sur le site de l'entreprise. Là, je suis allé sur le site d'Inaxos, hein, c'est normal, dans sa version, bien sûr, adaptée au smartphone. Et quand on revient dans l'application, où on peut aller sur le célèbre .blog, qui lui aussi est en format lisible avec un smartphone. On va pouvoir accéder à un article, on a du code, etc. Tout ça, ça fonctionne très bien. Et quand on revient avec la flèche en arrière, on revient à l'application où on en était. Ça, c'est notre application Small Bazaar, complète, plus directe, allégée, avec une UX meilleure, plus d'informations, et tout ça en conservant quand même beaucoup du code de Big Bazaar, parce qu'il n'était pas question de tout réécrire. Le but, donc, était de simplifier Big Bazaar et de le rendre plus efficace. Reprendre le code essentiel de Big Bazaar, parce que, soyons solides et dry, hein, on ne va pas se répéter, tout ce qui était service, comme le data service, qui est la partie la plus importante, qui accède à la base SQLite, le logger, enfin, tous les morceaux de code qui ne contient pas les contournements des bugs pour ne pas se retrouver exactement dans la même situation. Une interface simplifiée, on l'a vu, sans menu, avec un accès immédiat aux fonctions, et une première page directement utile, qui est celle de la liste des boîtes. Et puis, une gestion des catégories ultra simplifiée et optimisée, pour ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, effectivement, elle est tellement simplifiée et optimisée qu'on ne peut plus saisir de nouvelles catégories, on ne peut pas saisir des catégories dans une boîte, et il n'y a pas la maintenance, il n'y a rien du tout. Donc vous allez me dire, ah oui, c'est sûr que supprimer un truc, ça simplifie. Mais ça n'a pas été supprimé, et on va voir comment ça a été géré, mais pas tout de suite. Alors, quelles sont les techniques de simplification qui ont été utilisées? C'est simple, si je peux dire. La simplification d'abord de l'UX avec le Tabit Page. Le Tabit Page, c'est un super exemple de contrôle qui est, à mon avis, pas toujours bien utilisé quand il le faut, mais qui permet de remplacer le shell, de remplacer la navigation page, de remplacer tout le monde, parce qu'une Tabit Page, c'est déjà un système de navigation. Petit inconvénient de la Tabit Page, les 4 pages qu'on a vues, les 4 pages, si on en avait 5, il y en aurait 5, sont chargées systématiquement au démarrage. Effectivement, si on a des pages très lourdes, genre sapin de Noël, ça peut impacter sur le temps de chargement de l'application, mais bon, tout ça reste très théorique avec les smartphones qu'on a aujourd'hui, ça gêne pas beaucoup, et on peut passer facilement d'une page à une autre. Donc, suppression du shell, ce qui était l'objectif principal, et utilisation de la Tabit Page pour pouvoir gérer l'UI, comme on l'a vu dans l'exemple précédent. Autre ruse qui a été utilisée, un seul viewModel pour les 4 pages principales. C'est vrai, la page des tools, il y a juste quelques relais commandes pour les quelques boutons qui sont dessus, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un viewModel juste pour ça? On a vu que la page principale et la page détail, c'est en fait la même chose, hein. Il y a la liste des boîtes derrière, il y en a une qu'on sélectionne. Il faudrait créer un autre viewModel pour gérer ça, ce qui était le cas dans le Big Bazaar, c'est vraiment du travail qui était très académique, et en fait non, c'est stupide. Tout ça peut être géré par un seul et même viewModel, ce qui évite beaucoup de synchronisation un peu douteuse à faire entre les viewModels, notamment des messages ou des choses de ce genre-là. Et en plus de ça, on gagne énormément de place parce qu'on n'a pas à dupliquer du code, notamment la liste ou les accès à la base de données, puisque tout ça, en fait, on le fait une fois, on a la liste, il y a un truc qui est sélectionné, on l'a directement et on peut l'afficher dans une page de détail. Donc ça, c'est très important. C'est une des applications qu'on verra dans le code tout à l'heure, puisqu'on va revenir sur le code, on va venir sur le code même. Et puis, bien sûr, on a conservé la conformité MVVM et tout le toolkit MVVM. C'est pas parce que les messages ont été mis de côté. Ils ont même été tellement mis de côté qu'il y a eu suppression totalement de toute l'utilisation de la messagerie pour un code plus propre. Je ne suis pas un fan de la messagerie MVVM dans le toolkit MVVM, dans tous les toolkits qu'il y a depuis des années et des années, que ce soit dans les toolbox des uns ou des autres, dans Prism, dans Joons, dans tous ces trucs-là. J'ai jamais aimé vraiment la messagerie. À la fois, c'est très sympathique, et en même temps, c'est un code spaghetti, mais un code spaghetti invisible. Quand vous faites du code spaghetti, au moins on voit le code que vous avez écrit. Là, la messagerie, on écrit des messages qui s'en vont en l'air. Il n'y a pas vraiment de système de debug qui permette de voir comment ils se trimballent dans la mémoire du système, qui les attrape, qui les attrape pas. Enfin, c'est le schwarz complet. Et la messagerie, pour moi, c'est plutôt en général le signe soit d'une mauvaise analyse, soit de contournement de bugs. Et là, c'était exactement le cas de Big Bazaar. La messagerie servait à contourner des bugs. Elle servait aussi à contourner
Une mauvaise analyse, je ne sais pas, mais en tout cas le fait qu'on avait un view model pour chaque page, parce qu'on est conditionné à faire ce genre de choses dans les applications, alors qu'en mettant un seul view model, d'un seul coup disparaissait beaucoup de code redondant et beaucoup de nécessité de synchroniser ces view models entre eux quand une page était sélectionnée, pas sélectionnée, etc. etc. Donc ça fait partie des grandes simplifications. Et puis l'ajout, par contre, qui n'a rien à voir avec une simplification, là on complique, mais pour la bonne cause, parce qu'on simplifie autre chose, c'est le module d'IA pour remplacer certaines fonctions, et ces certaines fonctions, en fait, ne vont pas laisser le doute planer plus longtemps, c'est tout simplement pour remplacer la gestion des catégories qui n'existe plus en tant que saisie, comme vous l'avez vu dans Big Bazar, mais qui existe toujours dans l'application et d'une façon bien plus sympathique et bien plus agréable en termes d'UX pour l'utilisateur. Bon, ne laissons pas le suspense s'étendre trop longtemps. La gestion des catégories a été effectivement gérée par de l'IA. Alors pourquoi? C'est ce que j'ai appelé de l'IA utile, donc de l'anti-gadget. On nous enfourre de partout de l'IA, à tort et à travers. Il y a des trucs qui sont vraiment très sympas, des trucs où c'est vraiment juste du marketing. Et je me suis demandé, si on devait faire quelque chose d'utile avec de l'IA dans une application même aussi modeste que Small Bazar, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Quelles fonctions on pourrait arranger, faire en sorte que l'IA soit vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment un gadget et que c'est juste pour faire du chat et des choses de ce genre-là, ou rajouter des bêtises, comme on en voit partout, hein, parce qu'on est noyé là-dedans? Ou est-ce que vraiment, si on s'en sert intelligemment, est-ce qu'on peut apporter quelque chose de plus à l'utilisateur avec de l'IA? Eh bien oui, la réponse est franchement oui, puisque vous l'avez vu, la gestion des catégories dans Big Bazar impliquait d'avoir un écran de maintenance pour pouvoir saisir, et ça posait des problèmes de redondance, on ne savait plus où on en était, ça posait des problèmes parce qu'en plus de cette maintenance des catégories, il fallait un écran de sélection des catégories pour rajouter une pastille qui venait s'afficher dans un flex layout qui prenait de la place, donc la partie description de la boîte était rongée à cause de cet espace qui était réservé pour les catégories, et puis en plus de ça, ça ne marchait pas vraiment bien, mais on a fait sauter tout ça, donc on ne saisit plus aucune catégorie, il n'y a pas de maintenance de catégorie, donc c'est une énorme simplification du programme. On en riait il y a quelques instants en disant « Ah oui, c'est une super simplification puisqu'on a tout viré ». Oui, mais on n'a pas viré de l'application ce qui en faisait l'essentiel, c'est-à-dire on n'a pas viré la gestion des catégories. Et comment elle va être réglée, cette gestion des catégories? Par de l'IA, c'est justement son job, c'est là où ça va être intéressant. Vous voyez, on a cette liste, on va passer dans la zone recherche, c'est là où j'ai rajouté le bouton AI Category Report. On va cliquer dessus, et bien on va avoir un report qui va être généré par de l'IA, et qui lui va s'occuper de voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de chaque boîte. Et il va créer des catégories, alors ça dépend bien sûr du prompt que je lui ai demandé, il va créer des catégories, chaque boîte va bien sûr pouvoir recevoir plusieurs catégories différentes, on peut se balader là-dedans, revenir, la mise en forme sous forme HTML, bien sûr c'est le programme qui génère ça, dans les toutes premières versions j'avais même créé le prompt pour qu'il me fasse tout et qu'il me renvoie directement le truc tout fait. Avec du GPT-4, ça coûtait forcément très cher, et ce n'est pas forcément la meilleure façon de générer un rapport. Vous avez ici en temps réel l'écriture du rapport via un réseau Wi-Fi, je veux dire, qui, hop, et voilà, vous avez 45 entrées, alors qu'on n'avait pas le même nombre, et à chaque fois que vous allez le relancer, vous n'aurez pas exactement le même nombre d'entrées, c'est ça qui est amusant en plus, parce que les catégories sont créées en fonction du contenu des boîtes, et en fonction, je dirais, de l'état d'âme de l'intelligence artificielle qui est derrière, en fonction de comment elle voit les choses au moment où on lui demande. Donc, ici, on a par exemple les outils de mesure, il nous donne la boîte 13 avec tout ce qu'elle contient, il nous dit où est-ce qu'elle est rangée, la boîte 18, etc., etc. Donc on peut vraiment tout faire. On retrouve bien évidemment toutes nos boîtes rangées par catégorie. On peut se déplacer très vite là-dedans parce qu'on a vu qu'on avait des retours pour faire du retourner à la liste. Donc quelque chose de vraiment super. On n'a rien à saisir en tant qu'utilisateur. On n'a absolument plus rien à faire en tant que développeur puisqu'il n'y a plus la maintenance, il n'y a plus tous ces problèmes-là à gérer, et ça marche, c'est magique, c'est classé, ça va très vite, et quand on est dans la version Windows, en plus, on peut faire un CTRL F, et on peut même rechercher des mots à l'intérieur de cette liste. On peut bien évidemment imprimer en fait ce rapport HTML, puisque c'est du HTML qui est généré par l'application, pour avoir par exemple un print to PDF sous Windows ou des choses de ce genre-là, pour avoir directement un fichier, ce qui est vachement pratique. L'IA, elle est là. Elle est utile, elle est anti-gadget, elle a permis de supprimer plusieurs écrans, donc du code, de la maintenance, de la dette technique, etc., uniquement en demandant à une IA de générer cette fameuse catégorisation. Il y a un prompt derrière, on utilise un modèle, aujourd'hui c'est le modèle tout simplement GPT 3.5 Turbo 16K pour être sûr d'avoir plein de place, mais enfin le modèle de base devait être suffisant. Donc c'est du 3.5, donc ça coûte pas cher du tout, quelques centimes à peine pour faire une demande, et grâce à ça, on a une UX super améliorée, et on a toujours la gestion des catégories.
seulement plus intelligente, par force, plus subtile, il n'y a rien à faire pour l'utilisateur, et beaucoup moins de travail pour le développeur, puisqu'il y a plein d'écrans, plein de choses qu'on dégagé et qui ont permis de faire quelque chose de clean et de propre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors on a été un peu long jusqu'à maintenant, pourquoi? Parce que c'est Maui dans la vraie vie. Hein, c'est pas juste une démo bien lisse qui dure 5 minutes où tout marche bien, mais où on a galéré 3 jours avant pour essayer de faire quelque chose qui tournait et vous donner l'illusion que tout fonctionne du premier coup. Là, c'est l'antithèse de tout ça que j'essaye de vous faire voir. C'est une vraie application, pas très bien fichue, faute de temps, avec des bugs de Maui, et oui, il faut parler aussi qu'il y a quand même des bugs qui traînent dedans, et puis, voilà, comment on répare tout ça, sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps, soit parce qu'on serait interrompu dans le travail pour faire un petit programme de ce genre-là, soit parce que là, c'est une application à titre personnel, et puis que bon, voilà, j'ai plein d'autres trucs à faire, et forcément, j'y consacrerai pas tout à fait le temps que je pouvais, de façon continue, donc il y a un peu de flottement dans tout ça. Donc on est passé de Big Bazar à Small Bazar. Je vous ai fait voir ce que faisait Big Bazar, ce que faisait voir Small Bazar. Tout ça, c'était indispensable pour planter le décor, parce qu'on n'est pas dans une démo idéale. On est dans la vraie vie. Mais c'est promis, maintenant c'est fini. On va passer à l'étude de chacun des points d'amélioration, chacun des points de code qui vraiment font la différence et comment ça a été réalisé. Donc les amateurs de code vont être contents, parce que c'est là que ça commence. Le point numéro 1, c'est il ne faut pas de shell. C'était mon premier point. Le point noir de ce truc-là, c'était que le shell, il ne permet pas d'avoir des view models transientes, et que ça m'énervait, et que je voulais bâtir quelque chose sans le shell, parce qu'il m'énerve. Dans d'autres cas, ça serait certainement une solution parfaite, mais dans ce cas-là, ça m'a énervé, j'ai dit, comment on fait sans le shell? Donc on l'a vu, on va utiliser une tabit page à la place, et puis, on n'a pas besoin de naviguer, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Par exemple, dans la version Windows, quand on double-clique sur la liste, je veux qu'on aille directement sur la page détail. On verra la version Windows tout à l'heure. Pour faire ça, ça veut dire que le ViewModel doit répondre d'une façon ou d'une autre au double-clic qui est dans la liste, et il doit appeler la page détail. Or, une vue peut éventuellement connaître son ViewModel, mais l'inverse n'est pas tout à fait possible sous MVVM. Donc il faut quand même mettre en place un minimum système de navigation. On va voir comment ça a été fait, et comment j'ai rusé, pour une application de cette taille-là, pour ne pas avoir à utiliser tout un bastringue complexe de navigation, alors que j'en avais pas besoin. Et puis, on a aussi quelques pages modales, et on va essayer de voir, peut-être, si on a le temps, comment ces pages sont rendues modales, et comment elles sont éventuellement attendues, alors qu'on n'a pas de système véritablement de navigation intégré dans l'application. On y va, et on va passer directement à Visual Studio avec le code. Nous voici sous Visual Studio 2022 Preview, peu importe, et surtout avec la main page XAML qui est affichée. Donc cette main page, comme vous le voyez, c'est une tabit page. Elle contient pas grand chose, elle contient 4 vues qui portent des noms très simples, P1, P2, P3, P4. On verra à quoi servent ces noms de page 1, page 2, page 3 et page 4. C'est tout ce qu'elle contient. Elle a bien évidemment un code behind, qu'on va voir. Ce code behind nous dit que c'est une tabit page, et pour un code behind, c'est bizarre, elle va répondre à l'interface ePage Navigation. Alors c'est quoi cette ePage Navigation? Eh bien c'est juste ça. ePage Navigation, c'est task navigate to page async, string page name, par défaut page 1, mais on va passer le nom de la page, P1, P2, P3, P4, et on a un e-navigation, qui est navigation, la navigation native si on en a besoin. On a juste créé cette interface. Cette interface, elle est supportée par le code behind de la main page. Et alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle implémente forcément cette interface, hein, on voit les signes ici d'implémentation des deux interfaces. Ici, navigation, c'est juste un get, parce qu'il va être initialisé à l'entrée. Là ici, c'est simplement le back bouton, je veux pas qu'on puisse retourner en arrière. Et donc, qu'est-ce que fait ce truc-là? D'abord, il initialise, puisqu'on est dans une main page, on est donc dans une tabit page. Et une tabit page, elle contient le système de navigation, par défaut. Donc, le native navigation, on le récupère ici, en disant que c'est égal à navigation. Navigation appartient à tabit page. On le stocke. Et on le stocke où? On le stocke dans le service qui gère ePage Navigation, c'est en fait à l'intérieur du code behind de la main page. Et puis on implémente donc ici le navigate to page async. C'est simple, hein. Alors là c'était vraiment le truc le plus crétin qui puisse exister. Si c'est nul ou empty, on retourne task completed, puisque c'est une task, hein. C'est attendu. Si c'est P1, la current page devient children 0, sinon children 1. Donc children de quoi? De la tabit page, hein. On est sur la classe tabit page, hein. Donc puisqu'on est sur la tabit page, ici on a accès directement à ses membres.
Et ici, on ne s'est pas enquiquiné, on sait exactement dans quel ordre on les a créés. Il y en a 4, il ne faut quand même pas exagérer. P1, P2, P3, P4, donc le children 0, 1, 2 ou 3, c'est ici. Donc ici, on appelle les pages. On pourrait faire quelque chose d'un peu plus subtil, hein. On pourrait créer des indirections, créer une enum ou des choses de ce genre-là, mais ici, ça n'avait vraiment pas d'intérêt, hein. Donc si la page est P1, on ne cherche même pas d'ailleurs à tester en majuscule, minuscule. On a 4 pages, on sait que c'est P1 avec un P majuscule. Et current page, c'est quoi? C'est page multipage, page current page, donc c'est encore une propriété, bien évidemment, du tabit page, qui va nous permettre donc de tout simplement naviguer dans les 4 pages grâce à ce système de navigation, et qui va pouvoir être appelé de partout. Pourquoi? Parce que bon, on a vu ePage Navigation, mais il faut voir maintenant le MAUI programme, comment tout ça a été rendu possible. On voit que on a bien sûr notre main page qui doit se trouver quelque part par ici, voilà, qui est enregistrée en tant que singleton, donc elle sera tout le temps présente du début jusqu'à la fin de l'application, et ça semble un peu normal. Puis on lui demande d'être le système de navigation, donc il faut qu'elle soit là. En plus, elle est très légère, elle ne contient rien. Vous avez vu que le code de main page, c'est pas ce morceau qui est ici, de XAML, qui risque de beaucoup alourdir la mémoire de notre ordinateur ou de notre smartphone. Donc on enregistre main page comme un singleton. Du coup, on va se dire, mais comment on peut y accéder en tant que système, en tant que service, puisqu'en fait elle est à la fois la main page, elle va être instanciée par appxaml pour être la main page, mais on a besoin de pouvoir l'appeler aussi d'ailleurs pour pouvoir naviguer. Ben, c'est simple, comme elle supporte ePage Navigation, on va l'enregistrer une deuxième fois en tant que singleton, donc en fait il n'y aura qu'une seule instance, hein, puisqu'il y a déjà l'instance de main page derrière, sous par contre le nom de son interface, ePage Navigation. Et là, on utilise une petite subtilité, on passe pas à l'instance, on passe machin, on demande au provider directement de résoudre le service et de nous retourner la main page, tout simplement. Et la main page, elle est juste au-dessus. Elle a déjà été déclarée, elle est déjà en singleton, donc quand ça va être créé, il y aura déjà le singleton de main page qui va exister, et donc on va retourner ce ePage Navigation qui sera un singleton aussi, puisque de toute façon, c'est un singleton qui est derrière. Et comme vous le voyez, par cette ruse-là, on a un système minimum de navigation, mais qui existe. On a un véritable service avec une interface, on a une véritable implémentation de notre service de navigation, tout ça pour une main page qui a juste donné des noms P1, P2, P3, etc. à ses enfants, et les enfants, ils sont accédés ici. Quand c'est P1, c'est children de 0, de 1, 2, 3, 4, etc. Toute l'astuce, elle est ici, elle est dans le fait d'enregistrer dans le builder la main page pour ce qu'elle est, puisqu'elle va être créée par la appxaml. C'est ici qu'on va voir où la page principale est instanciée, normalement. Voilà, main page, service, get required service de main page. Là aussi, j'ai pas voulu faire de l'injection de dépendance directe. Je me suis servi du conteneur, mais j'ai pas voulu mettre là-dedans. Puis de toute façon, sur appxaml, on ne va pas trop le changer. Donc on a un service, on a quelque part un truc tout bête dans les services. On doit avoir ici on va y aller directement, le get qui est un public statique require service. Il utilise le e-service provider. Si le provider est à 0, bah, ça sort, ça jarte. Sinon, il nous renvoie ce qu'on demande, le typé par le T, puisque c'est un T get require service, type of T. Donc on utilise bien le service qui est dedans, et on a tout un petit système ici qui nous permet de créer une classe qui va être un service provider, service extension. Alors on peut le voir, ce système-là, on peut le voir enregistré dans le MAUI programme, où on doit avoir ici service helper, initialize, où on lui passe app service, puisque tant qu'on est ici, avant de faire un return app, on prend le builder, on le build, on va voir l'application, et donc on va voir app.services, et on va lui passer. C'est comme ça qu'on l'initialise, et c'est comme ça qu'après, il va être capable de retrouver tout ce qu'on lui demande, notamment le système d'injection de dépendance. On pourrait avoir quelque chose d'autre, on pourrait avoir un autre système, mais c'est une façon très simple de récupérer le système de gestion d'injection de dépendance sans avoir besoin de faire de l'injection dans les constructeurs, parce que c'est pas toujours possible, parce que c'est pas toujours agréable, parce que c'est pas toujours aussi ce qu'on souhaite faire. Bah ici, voilà comment c'est fait. Donc ici on a déjà pas mal de ruses, la main page qui est enregistrée 2 fois, une fois avec sous forme de main page pour faire la page principale, une fois sous forme de e-navigation parce qu'on a déclaré une interface qui permet qu'elle devienne aussi le service de navigation en même temps. On a vu qu'on a un système d'helper qui me permet de récupérer ici, notamment par exemple dans le app XAML pour lancer la main page. On voit que notre main page est très simple.
Elle nomme ses enfants, notre système de navigation qui tient en 4 lignes, et notre système d'interface de navigation qui est encore plus simple. Voilà comment on a pu simplifier déjà énormément en se débarrassant totalement du shell, en conservant quand même un système de navigation ultra simplifié, mais qui est tout à fait efficace. On a 4 pages, on en aurait 5 ou 6, il suffirait de rajouter un P4, un P5, un P6, peu importe. Et puis, comment on a géré le fait qu'on n'avait pas la possibilité tout le temps de faire de l'injection de dépendance dans les constructeurs, et qu'on avait besoin d'aller récupérer le système du conteneur pour pouvoir instancier ce qu'on avait envie, en bénéficiant bien évidemment de tous les avantages du conteneur. C'est-à-dire que quand on instancie quelque chose, si on a des constructeurs qui eux réclament un certain nombre de choses, ils seront correctement initialisés par le constructeur, etc. etc. Donc voici pour ce premier point, très simple, mais qui déjà apporte énormément de simplification à Big Bazar pour donner naissance à Small Bazar. Il y a un truc qui marche beaucoup mieux, sans bug, et ça, tout de suite, ça se voit quand on l'utilise. On passe à la suite, tout de suite.